Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point Entrée en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Pour l'amour des chèvres, pour défier les préjugés ou pour le plaisir, vous vous êtes lancé avec une associée dans la reprise d'une ferme caprine et avec d'autres paysannes, vous avez plongé dans le récit de chroniques paysannes. Revue de situation de femmes patronnes dans le monde paysan, Il est où le patron est une bande dessinée parue aux éditions Marabule, coécrite avec 4 autres paysannes, Marion Boissier, Fanny Demarque, Florine Salanier, Guylaine Trossat, et dessinée par Maude Bénézy. De la traite des chèvres à traiter le monde agricole, il n'y a qu'un R d'écart dont vous avez pris le pli à pleine main pour aborder le sexisme par les cordes. Céline Berthier, bonjour. Bonjour. Avant de parler de BD et plus particulièrement de Il est où le patron, parlez-nous de votre envie de reprendre une ferme à une époque où il est plus facile de trouver en bas de chez soi un avocat bio venu du Pérou qu'un litre de lait de ferme d'à côté. Donc, je me suis installée avec une associée qui s'appelle Marceline. On a commencé à travailler ensemble en 2017 en Ardèche. Et moi, je m'étais déjà installée dans une autre ferme avec 2 associés aussi pour faire du fromage de chèvre et du maraîchage dans les Alpes de Haute-Provence. Et mon envie, effectivement, ça part de l'amour des chèvres et des fromages, mais aussi une envie très forte de s'inscrire dans l'agriculture paysanne pour essayer de changer modestement le cours des choses. Voilà, et en fait cette BD, elle est née au début de ma toute première installation en 2014 avec mon amie Fanny, qui est aujourd'hui bergère et qui fait du tofu. On avait envie de raconter nos installations respectives en images, en faisant parler des animaux. C'était parti de là l'idée. Donc pour revenir sur la partie de votre installation, c'est-à-dire de votre envie de plonger dans le monde paysan, est-ce que vous êtes issu d'une lignée familiale du monde agricole ou est-ce que c'est une motivation autre d'où vous est venue l'envie d'être paysanne? Comme une grande majorité des Français, mes grands-parents étaient paysans. Et mes parents, eux, avaient la fierté d'être ouvriers, de ne plus dépendre de la ferme pour gagner leur croûte. Et du coup, ils étaient hyper déçus après mon école d'ingénieur agronome que je me lance là-dedans. Et au début, ils l'ont pris pour une lubie. Et finalement, là, ça va faire ma 10e année. Et du coup, c'est plus tellement une lubie. Et mon associée, elle est issue du milieu paysan. Mais on n'est pas ardéchoise, quoi. Et vous êtes installée en Ardèche? On est installé en Ardèche. Vous semblez porter votre métier avec passion, avec une envie de partager et d'échanger. La BD en est un moyen, mais aussi à l'intérieur même de votre activité par la représentation syndicale. Quel regard sur le monde paysan avez-vous envie de nous faire partager? Nous, il nous tenait à cœur de, bien sûr, parler du sexisme qu'on subit en tant que femmes, mais on voulait aussi parler de l'agriculture paysanne. C'est pour ça qu'on se définit comme ça, en fait. On ne se définit pas comme exploitante agricole, mais comme paysanne. Et on voulait montrer les côtés qu'on adore dans nos métiers. En fait, il y a des planches assez contemplatives où on garde les chèvres, il y a les transhumances des ruches, la fabrication des fromages. On voulait... Du coup, pour revenir sur ce que vous disiez au début, donner envie en fait de venir à ces métiers-là, qui sont quand même des métiers passion, mais très enrichissants. À la fin de l'ouvrage, il y a un peu l'envers du décor que vous décrivez. Et vous citez La brebis galeuse de Muriel Lacan, qui est paru aux éditions du Larzac, juste au-dessus de chez nous, comme source du projet de BD. Est-ce que vous aviez l'intégrale même? Oui. Est-ce que, dès le départ, vous étiez porté par cette envie de dénoncer le sexisme du monde agricole, ou est-ce la collecte d'anecdotes qui vous ont orienté sur ce projet? En fait, au début, on voulait vraiment faire parler nos animaux sur les humains. On voulait plus parler de ce lien humain et animaux domestiques. Et après, le projet est resté en dormance jusqu'en 2017, où je suis arrivée en Ardèche, et où là, j'ai eu la chance de voir une troupe de nanas qui faisait du théâtre forum. Le théâtre forum, c'est le théâtre des opprimés, où en fait on laisse la possibilité aux opprimés de prendre la place, de remplacer un acteur ou une actrice pour faire changer le cours des choses. C'est un théâtre qui vient du Brésil. Et là, le sujet de ce théâtre forum, c'était justement sur le sexisme dans le milieu paysan. Et à l'issue de ce spectacle, en fait, j'étais allée rencontrer
les nanas de la troupe, c'était des paysannes, pour leur dire que ce serait chouette d'en faire une BD. Et à ce moment-là, en fait, mais je pense qu'il n'y avait pas de hasard, c'est juste que c'était prégnant partout, et on avait plein de témoignages de paysannes qui nous faisaient part des situations pas cool qu'elles vivaient dans leur métier. Toutes les situations en fait où vous dites que vous les avez vécues parce que vous êtes une nana et que si vous avez été un mec, vous n'auriez pas vécu la même chose, quoi. Donc il y a eu plusieurs réseaux, il y a eu le réseau de la Conf, on avait fait un appel à témoignages, RTF, les CIVAM. Alors Conf, c'est la Confédération Paysanne, et donc ça nous a fait une matière énorme où on s'est dit, bah là, on a de quoi en faire une bande dessinée. Et justement, sur le travail même de la bande dessinée, comment vous avez travaillé? Parce qu'en fait, vous êtes 5 plus 1, j'ai envie de dire, puisque c'est la 6e et vraiment l'illustratrice. Mais apparemment, vous avez commencé sans elle d'abord. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, au début, on voulait vraiment une BD faite par les paysannes et pour les paysannes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on dessinait hyper mal. Du coup, ça allait pas. Et on voulait aussi au début faire un recueil, une compilation d'anecdotes. Et ensuite, on a rencontré Maud, qui a arrêté sa thèse pour se lancer dans sa passion, la BD, et qui est devenue après plus que notre plume. En fait, elle a fait partie prenante du scénario. Les dîners de famille, par exemple, c'est sa famille qui les a vécus. Et petit à petit, elle l'explique à la fin de la BD, où elle a chaussé les lunettes du féminisme, en fait. Il y a plein de situations qu'elle vivait, qu'elle subissait, en se disant, bon, j'étais pas trop à ma place, mais je sais pas pourquoi. Et là, ça lui éclatait que c'était en fait une des innombrables manifestations du patriarcat. Et du coup, nous, les paysannes, on avait nos anecdotes, on les dessinait en storyboard. Donc, vous essayez de raconter une histoire avec des cases et des bulles de dialogue. Et ça, c'est hyper dur comme exercice. En fait, autant écrire une histoire, c'est facile. Mais là, découper en cases pour que le dessin apporte tout autant que le dialogue et que la personne qui lit, elle s'ennuie pas trop en disant qu'on l'a pas trop emmené par la main. Et en même temps que ce soit compréhensible, c'est vraiment un gros exercice. Par exemple, la scène du dressage de chien, c'est moi qui l'ai vécue. Et j'en avais fait une planche de 6 cases. Et maintenant, elle fait 4 pages, en fait, pour que les personnes puissent comprendre. Donc nous, on faisait des storyboards. Et ensuite, Maud, elle les reprenait en dessin. Donc elle est beaucoup venue dans nos fermes parce qu'elle voulait vraiment que les paysans et les paysannes qui lisent la BD puissent pas lui reprocher des fautes. Par exemple, des brebis qui ont 4 pieds, ou des chèvres qui ont des dents en haut, ou une mauvaise manière de porter les glacières. Voilà, elle voulait vraiment que ce soit comme dans la vraie vie. Et ensuite, donc ça c'était des crayonnés, des brouillons, et tout était validé à 6. Donc c'est pour ça que ça nous a pris 3 ans et demi. 3 ans et demi pour valider, vous avez dû vous... Il y a eu beaucoup de... disputes ou pas de du tout? disputes, mais on en parle. En fait, on était hyper pointilleuse. Par exemple, au printemps, il y avait des pommes dans l'arbre, ça allait pas. Ou les chèvres, elles descendaient du quai de traite, elles avaient les mamelles pleines, donc ça va pas. Enfin, c'était plus des choses comme ça. Parce que finalement, tout ce qui est... Nos 3 personnages, elles sont fictives, mais toutes les anecdotes, tout ce qu'elles vivent, et la grande majorité des dialogues, en fait, c'est juste la vraie vie. Donc ça, on n'a pas eu besoin de l'inventer, quoi. Et justement, votre rencontre d'abord des paysannes et puis ensuite de Maud, c'est aussi une histoire d'amitié dès le départ, c'est-à-dire que vous vous rencontrez par affinité, vous n'avez pas été choisir des paysannes au hasard. Non, plutôt... non, oui, c'est ça, par affinité. Et c'est vrai que du coup, ça fait quand même un point de vue un peu situé parce qu'on est toutes les 6 blanches, trentenaires, hétéronormées. Mais le fait d'avoir collecté des anecdotes plus largement, on a aussi des anecdotes de femmes qui sont plus âgées que nous ou qui ont des enfants. On voulait aussi parler d'autres vécus, quoi, pas seulement les nôtres. Et du coup, est-ce que le titre « Il est où le patron » il est venu de l'anecdote de la page 73 ou c'était déjà avant parce que c'est à la collecte de l'ensemble des anecdotes que ça s'est orienté? Ouais, en fait, ce titre, c'est parce qu'on l'entend tout le temps sur nos fermes. Moi, donc, je suis associée avec une femme et maintenant, ça va mieux. Mais les représentants commerciaux, ils demandent toujours il est là le patron ?» Et en fait, quand on a présenté cette BD, il y avait pas mal de paysannes qui disaient « Mais oui, mais on entend tout le temps cette phrase !» Donc voilà. Et je pense que même ça dépasse le monde paysan, en fait. Et j'imagine que des libraires entendent « Il est où le patron ?» C'est vrai. Des pharmaciennes, je sais pas. Pour revenir justement sur la construction en fait, de la bande dessinée, dans les premières pages, la rencontre avec la Chambre d'agriculture, il semble que la réticence, puisqu'il y a déjà le rapport homme-femme, la réticence soit non pas du fait que Joséphine soit une femme, donc Joséphine c'est une des personnages principaux de la BD, soit une femme, mais qu'il n'y ait pas un mâle pour la seconder. D'un autre côté, je ne suis pas un spécialiste agricole, mais est-il nécessaire d'avoir la musculature d'une haltérophile pour conduire un tracteur avec direction assistée et cabine climatisée, surtout pour un élevage de chèvres?
Mais il est vrai que j'y connais rien en élevage de chèvres et encore moins en tracteur. Avec des groupes de femmes dans différents départements, on travaille à plus d'ergonomie dans nos métiers et je pense que ça profitera aussi aux hommes qui sont complètement cassés dès 50 ans avec double hernie discale et compagnie. Et bon, malheureusement, les sacs de ciment pèsent toujours 50 kg, c'est toujours galère d'atteler à la prise de force, mais nous, on réfléchit vraiment à faire évoluer ça, quoi. Et non, moi je pense qu'il faut pas, d'ailleurs je pense pas avoir l'aspect d'une haltérophile et j'arrive bien à faire mon boulot. Après on a repris une ferme qui était gérée par un couple et par exemple en fromagerie tout est sur roulette, on porte pas de lait, on porte pas d'eau, on porte encore le foin pour donner aux chèvres le soir, mais on a quand même réfléchi à... C'est un métier tranquille en fait. À limiter. Oui, je comprends pas pourquoi on n'est pas plus nombreuses. On a réfléchi à limiter quand même l'effort physique. Et là, on réfléchit aussi à faire des formations sur comment préserver notre corps, parce que notre corps, c'est notre outil. Et puis, les femmes ont quand même des spécificités. Il y a 70% des paysannes qui se font opérer des descentes d'organes, alors que en France, la moyenne, c'est entre 14 et 19%. Et cette prévalence-là, elle est liée au fait qu'on force trop quand on bourrine. Et du coup, là, on réfléchit à faire des formations sur comment mieux utiliser notre corps au travail, quoi. Voilà. Pour durer plus longtemps, pour pas finir cassé. Je pense que c'est aussi valable dans tous les métiers manuels. Et ça pourrait être aussi des formations à dispenser un peu partout. Il y a plusieurs thèmes abordés dans cette BD. L'invisibilité de la femme, surtout avec la scène du maire sur le marché. Je trouve assez symptomatique du regard de l'homme sur le métier féminin. Ou en réunion syndicale. Ça, c'est peut-être aussi du vécu, parce qu'il me semble que vous êtes aussi membre de la Confédération paysanne. Mais aussi les stéréotypes comme dans le magasin de bricolage, qui sont clairement des situations que l'on peut trouver un peu partout, et pas que dans le monde agricole. N'est-il pas justement dans ces exemples-là un prétexte pour dénoncer un comportement beaucoup plus général dans la société, une société vraiment patriarcale? Si, oui, je pense que malheureusement le sexisme, c'est pas la spécificité du milieu agricole. Et alors il n'y a que 25% des chefs d'exploitation qui sont des femmes, mais donc il y a quand même une prévalence d'hommes, mais dans les chefs d'exploitation. Mais ces mécanismes-là du patriarcat, ils sont présents dans plein d'autres milieux, effectivement. Et je sais plus les exemples que vous donniez sur... Le maire sur le marché... du coup, c'est le maire de ma commune, c'est dommage qu'il ne soit pas reconnu. On aurait dû mieux le dessiner. Et justement, comment dans les différents personnages que vous avez croqués, j'imagine que ce sont des gens que vous côtoyez, est-ce qu'ils se sont reconnus? Je pensais justement du maire, mais vous l'avez déjà répondu, mais dans le milieu syndical aussi? Alors, dans les milieux syndicaux, en fait, je suis très attachée à la Confédération paysanne. Et comme malheureusement, comme dans le reste de la société, il y a du sexisme à la conf. Du coup, en disant ça, c'est pas pour dénoncer la conf vis-à-vis des autres syndicats, c'est juste qu'il y a une commission nationale à la conf, la commission femmes, où on travaille à essayer de rendre le syndicat plus féministe, quoi. Et on est assez nombreuses dans cette commission. Et du coup, là, les témoignages sur les difficultés de prendre la place en tant que femme à la Confédération paysanne, elles émanent surtout des personnes qui étaient au comité national. Et aussi, c'était plus largement dans les réunions, en fait. On parle de la difficulté de prendre la parole en tant que femme à des réunions. Parce que c'est physique, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de règles qui sont faites pour qu'il y ait une égalité entre les personnes membres d'une réunion. Et juste, vous pouvez compter la répartition genrée de la prise de parole dans une réunion, et vous verrez que majoritairement, c'est des mecs assez âgés qui prennent la place, quoi. Donc on a voulu dénoncer tous ces petits mécanismes. Il y a les planches là où on explique que ça s'appelle le langage macho. En fait, il y a plein de, on a décortiqué, c'est pas nous, mais il y a des nanas de la SCOP l'orage qui ont décortiqué tous les mécanismes du langage macho. Par exemple, reformuler ce qu'une nana vient de dire pour le prendre à son bénéfice, draguer, jouer au coq, et parler plus fort, voilà, toutes ces... Et justement, ces moyens de prise de parole, est-ce que ça a été entendu? Parce que, à mon sens, ce sont aussi des exemples peut-être à donner dans d'autres types de réunions, qu'elles soient dès qu'il y a une assemblée. Oui, carrément. Oui, je pense que maintenant, on commence à bien expliciter les règles de circulation de la parole, les règles de prise de décision, et il faut que ça pénètre tous les milieux, quoi. Et du coup, ces anecdotes-là sur la Confédération paysanne, on les avait jouées, on avait fait des sketchs pendant le congrès de la conf il y a 4 ans. Et donc c'était la première fois qu'on parlait de ça très publiquement à la conf.
Et c'était un grand moment, quoi. Et justement, en type de réaction? Plutôt, moi j'ai senti plutôt une réaction assez accueillante de ça, de la part des nanas. On a eu une multitude de témoignages, elles sont venues vers nous à la fin, et des mecs qui disaient bah oui, mais ils se sont pas forcément rendus compte en fait. Et aussi des témoignages de femmes qui me disaient mais moi j'ai pas de problème à prendre la parole, c'est juste que j'adopte des techniques virilistes. Je parle fort, je tape du poing sur la table, et du coup elles reconnaissent qu'elles n'ont pas de problème, elles reconnaissent aussi que c'est pas donné à tout le monde de faire ça, quoi. Donc c'était intéressant ce petit retour-là. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en décrire une anecdote de ces réunions, puisqu'elle est traitée dans la BD, et qui permettrait aussi de partager sur cette assemblée qui est majoritairement féminine. Ouais. Oui, alors donc c'est Colline qui parle de sa difficulté à prendre la parole parce que c'est elle la syndicaliste de la BD. Et en fait, elle explique qu'elle a des petites techniques pour essayer de prendre plus de place en réunion, par exemple essayer de juste prendre la place dans l'espace-temps de la parole, quoi, de reformuler, de bien préparer ce qu'elle voulait dire, et après de proposer des règles. Par exemple, à la Via Campesina, c'est le plus grand syndicat paysan du monde, dont la CONF fait partie, des cofondatrices. Il y a des règles où la prise de parole, c'est un homme, une femme, une femme, où on se lève et on va près de l'Assemblée. Du coup, quand vous êtes engagé à prendre la parole, vous la prenez, quoi. Vous ne pouvez pas juste lever le doigt avant même de savoir ce que vous voulez dire pour avoir de la place. Ouais, des petites techniques comme ça, mais il y a plein d'ouvrages qui traitent de ça. Et du coup, à la commission femmes, on travaille sur un kit de visibilisation des femmes à la conf. Et dans ce kit-là, il y a laisser plus de place aux femmes, quoi. Alors dans cette BD, on sourit beaucoup des situations, mais comme toute expression humoristique, il est nécessaire d'avoir le recul pour percevoir les dysfonctionnements qui sont mis en avant. C'est quoi pour vous l'humour? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent « Ah, elle est trop drôle cette BD !» Ouais, en fait, c'est pas vraiment drôle, quoi. Mais on voulait quand même pas sortir de l'image de la féministe psychorigide mal baisée. Et on voulait aussi avoir une forme d'autodérision sur nous-mêmes. Par exemple, il y a Anouk qui marche dans une flaque d'eau et qui est en train de se poser plein de questions parce que le papy lui dit « Ah, tu marches vite pour une fille ?» Et elle se demande « Mais est-ce que je dois le prendre pour un compliment ?» Il a dit « Pour une fille, c'est sexiste !» Et finalement, on voulait un peu d'humour autour de cette incapacité à réagir, quoi. Mais il y a aussi des planches assez dramatiques. Il y a une planche sur les violences conjugales. Et du coup, c'est une des paysannes qui sont proches de nous qui a témoigné. On a repris vraiment ces mots. Et du coup, il y a plusieurs formes d'humour, je pense. Il y a les gags Boule et Bill, par exemple. Le stage de dressage avec mon chien, c'était vraiment du Boule et Bill, quoi. Du coup, je pouvais pas m'empêcher de le mettre. En plus, le dresseur, là, c'était vraiment un gros con, sans ambiguïté. Mais il y a aussi de l'humour plus fin, en fait, une forme d'autodérision ou parfois du cynisme aussi. Quand Colline et Pierre ils se disputent dans leur couple au sujet justement de la colère de Colline qui monte parce qu'elle a vraiment chaussé les lunettes du féminisme. À la fin, on voit Pierre qui dort sur le canapé et qui dit « Alerte sexisme, pourquoi c'est toujours les mecs qui dorment sur le canapé ?» Mais on voulait faire passer la pilule aussi. L'humour, en fait, c'est une arme. C'est une manière de prendre au piège. En fait, on a quand même pris au piège, par exemple, notre fournisseur de foin, en faisant traîner la BD par l'intermédiaire de sa femme sur son bureau. Et il ne pensait pas que ça parlait de féminisme, mais en fait, au final, il est à fond, quoi. Et ça, pour nous, c'est une petite victoire, quoi. C'est toujours intéressant, l'humour et la BD, c'est aussi une façon de toucher le plus grand public. J'imagine que de nombreuses anecdotes n'ont pas été mises en scène dans la BD. Est-ce que ce sont parce que ce sont des sujets qui sont trop lourds, trop durs, ou trop redondants, ou quelle a été la moi, sélection? pour ma part, je me suis censurée sur deux domaines, la relation aux propriétaires et la relation aux chasseurs. Du coup, je garde mes chèvres, en fait. Avec mon association, on utilise 100 d'hectares et c'est que des accords d'argot avec les proprios. Et en fait, il y a certains proprios, ils sont horribles, quoi, très misogynes. Et du coup, on n'a pas pu parler de ce double rapport de subordination. C'est-à-dire que non seulement vous subissez une domination parce que vous avez un mec en face de vous, en plus un mec plus vieux, mais en plus vous dépendez de lui parce que vous avez besoin de son bon vouloir pour faire pâturer les chèvres. Et ça, j'ai pas osé le dénoncer parce que j'avais peur des représailles, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il arrête de nous laisser gentiment pâturer chez lui. Mais vraiment un gars horrible, homophobe, raciste, misogyne. Et les chasseurs, du coup, pareil, en fait, c'est des gens
qui sont tout le temps présents sur le territoire. En fait, la moitié de l'année, ils sont là et du coup, on doit composer avec eux parce qu'on garde les chèvres là où ils chassent. Et du coup, on n'a pas osé les tacler comme le dresseur de chiens. C'est dommage. Est-ce que c'est pour un tome 2 ou... Du coup, on en a parlé parce que quand la BD est sortie, nous, en fait, déjà, les maisons d'édition, ils croyaient pas trop. Elle a dit, on fait un petit tirage à 2000 exemplaires, vous serez notre coup de cœur. En gros, on va perdre de l'argent sur votre sujet et on gagnera plus d'argent sur un sujet plus mainstream. Mais au final, je crois qu'il y a eu plus de 20 000 exemplaires vendus. Et du coup, elle a été très médiatisée à la sortie, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et il y a un des médias qui nous avait interviewé qui voulait vraiment faire l'audimat et qui, du coup... en tout cas, je me suis lâchée, j'ai raconté plein d'anecdotes très très trash, y compris sur les chasseurs. Et en fait, j'avais pas compris ce que c'était que ce média, parce que je suis pas sur les réseaux sociaux, mais il y a eu 2 200 000 vues avec ces histoires-là. Et là, j'ai eu des coups de fil, ouais. Bon, bah, essayer de faire pareil, 200 000 vues, c'est très intéressant. Et du coup, d'un gars parce que je suis présidente du marché sur ma commune, et en fait, le marché est tenu par une buvette, et la buvette elle est tenue à tour de rôle par des associations, dont l'association de chasse. Et en fait, les chasseurs bourrés, c'est pire qu'un chasseur, en fait. Qu'est-ce qui est pire qu'un chasseur? Un chasseur bourré. Enfin, 2 chasseurs bourrés, c'est vraiment pire. Ouais, je croyais qu'il y avait les bons chasseurs. Et du coup, oui, dans ma première installation dans les Alpes de Provence, j'avais aucun souci avec les chasseurs. Là, je sais pas. Mais là. Et du coup, bref, là, c'était mon associé qui tenait le stand de fromage. Et il lui disait, allez, moule ton t-shirt, mets-toi en string. Mais vous hallucinez, en fait. Vous arrivez en tant que professionnel pour vendre du fromage et vous prenez des remarques pareilles. En fait, on hallucine, quoi. Mais il y a plein de femmes, en fait, qui se font suivre dans la rue, qui se prennent des mains au cul. Et juste, on n'en parle pas. Du coup, là, on en a parlé. Et donc, le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, quelle image tu dois du marché de course. C'est pas très grave. Mais... ouais. Donc même si le sujet du sexisme ou de l'emprise de la société patriarcale est bien le sujet principal de cette BD, Il est où le patron, d'autres éléments sont aussi présents, comme la volonté d'une pratique agricole à échelle humaine et respectueuse autant que possible de l'environnement. Est-ce que c'était aussi une thématique ou c'est parce que c'est ce que vous portez en tant que professionnel? Oui, en fait, on ne voulait pas faire une BD façon d'Avodo comme... oui, voilà. On ne voulait pas quelque chose de très didactique, c'était pas une BD de qu'est-ce que c'est que l'agriculture paysanne, on n'avait pas cette prétention-là. Mais du coup, on voulait quand même que de manière sous-jacente, il y ait le fait qu'on est très lié à nos animaux, qu'on fait attention à l'environnement qui nous entoure, qu'en fait on travaille avec du vivant, quoi. On voulait que ce soit présent, et le fait qu'effectivement ce sont des petites fermes qui sont représentées. Du coup, ça transparaît à un moment quand Jo elle fait son stage d'installation et qu'il y a on l'appelle le gros GIA, c'est pas très sympa avec le mot gros, mais il y a donc un paysan du syndicat opposé à la conf qui présente sa ferme, et du coup là on donne des chiffres où on sent qu'en fait on n'est pas du même bord politique, quoi. Mais on ne voulait pas plus s'apesantir là-dessus. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait montrer dans son truc, à vouloir dire ouais, j'ai tant de tracteurs, tant de bovins, c'est que c'est encore une espèce de façon d'écraser avec du lourdingue machiste, quoi. D'ailleurs, sur le thème, vous le dites à la fin de la BD, dans l'explication, où vous n'aimez pas dire que vous êtes exploitante agricole, mais bien paysanne. Est-ce que justement c'est aussi symptomatique de la façon dont vous portez votre métier? Oui, parce que après on travaille aussi sur nos contradictions. Je ne prétends pas du tout être un modèle, on a plein de contradictions dans notre métier d'élevage et dans les autres métiers. Mais et d'ailleurs ça c'est un peu la suite. Nos contradictions en tant que féministe et éleveuse. Ouais, justement développer un petit peu cette partie-là. On réfléchit au fait que au tout début on a entendu parler de l'écoféminisme, je pense qu'on avait mal compris de quoi il s'agissait, on avait compris que c'était une approche du féminisme essentialiste, c'est-à-dire que les femmes sont par nature plus douces, plus gentilles, plus attentionnées. D'ailleurs à un moment Pierre il le dit pendant les Miss Bas, donc la naissance là c'était des agneaux. Il dit à Colline, tu peux fouiller la brebis, donc fouiller la brebis, c'est-à-dire regarder comment l'agneau est placé parce qu'il n'arrive pas à sortir. Parce que vous êtes plus délicate, et du coup ça c'est donc Gilles qui nous a transmis sa ferme, Arsène et moi, qui me l'a dit à moi. J'ai jamais eu d'enfant en fait, je vois pas pourquoi j'y arriverais mieux qu'un mec. Mais voilà, ça c'est du féministe essentialiste, quoi. C'est-à-dire qu'on considère que la femme elle a une naissance de femme et l'homme a une naissance d'homme, voilà, ils sont complémentaires.
Et du coup, nous, on ne s'inscrit pas du tout dans ce féminisme-là. On est plutôt dans un féministe assez matérialiste. On dit que tout est socialement construit, en fait, qu'on n'est pas né différent. Et du coup, l'écoféminisme, ça nous a vachement posé question, mais parce que je pense qu'on a eu un mauvais biais pour approcher ce courant-là du féminisme, qui était de faire le lien entre l'exploitation des femmes et toute autre forme d'exploitation, dont celle des animaux. Et du coup, c'était un écoféminisme antispéciste. Et ça nous a beaucoup gênés parce qu'on a certes nos contradictions en tant qu'éleveuses, mais on essaye de le faire vraiment dans le respect du bien-être de nos animaux. Et après, à la commission femmes, on a discuté de ça, qu'est-ce que c'est l'écoféminisme en fait, et comment cette notion a pu nous être... comment on s'est retrouvé désapproprié de cette notion-là. Et justement, là, pour rebondir sur ça, c'est quoi les contradictions que vous avez mises en exergue pour pouvoir justement réfléchir dessus? Parce que ce qui découle aussi, peut-être plus de la partie off de la BD, sur lequel vous expliquez beaucoup de choses en fait sur votre fonctionnement, ça veut dire que vous travaillez vraiment beaucoup sur votre métier, sur la façon de l'approcher. Justement, ce regard de contradiction, quel est-il? Dans les pratiques? Oui. Ouais. Bah, par exemple, moi, ma grosse contradiction, c'est qu'est-ce qu'on fait des chevreaux, quoi. Voilà. Donc on essaye, il nous reste un quart des chevreaux qui partent chez l'engraisseur, et l'engraisseur, c'est un système industriel quand même d'engraissage. Et du coup, on aimerait limiter encore cette part-là. Et après, ben, la contradiction, mais qui fait partie de notre métier de paysan et paysanne, parce qu'on n'a pas une activité d'autosuffisance alimentaire, en fait, on veut nourrir les gens avec nos fromages. Ben, c'est aussi qu'on s'est endetté pour acheter la ferme, et que du coup, le nombre de chèvres dépend de l'emprunt qu'on a contracté. Et du coup, ce qu'on leur demande de produire aussi. Et ça, c'est... Du coup, on essaye de rogner sur certains postes, enfin, par exemple, de vendre plus cher pour pouvoir garder les mamies. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Mamies, les chèvres mamies. Enfin, nos collègues de travail, en fait. Ouais. Donc, pas de licenciement pas de licenciement de vos collègues de travail? Il y a un moment, il faut les licencier et ça, c'est dur, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, la partie la plus dure de mon métier, c'est de décider. En plus, c'est vous, la gestionnaire, du coup, c'est vous, quand même, qui décidez que c'est le moment de réformer votre collègue de travail. Ça, c'est vraiment dur, ouais. J'aime bien ces termes, ça, quand même, quelque chose d'assez capitaliste. Réformer pour dire abattre ou tuer. Ouais. Il y en a qui disent la sortie, hein, c'est encore la sortie. Plus euphémisme, un euphémisme plus marqué. C'est intéressant aussi, justement, dans les mots. Vous l'aviez dit en introduction un petit peu, mais là, je rebondis dessus. Justement, en conclusion, en page 188, vous dites que toutes les 6, vous êtes des femmes, jeunes, cisgenres, blanches, hétéronormées et ayant fait des études supérieures. De quoi ces précisions sont-elles le reflet? Ben, un peu, c'est important de dire d'où on parle, en fait. Parce que ça permet, même si on a collecté plein d'anecdotes, c'est quand même notre point de vue qui est dans la BD au final. Et du coup, c'est important de dire, ben, il n'y en a aucune de nous qui est lesbienne, il n'y en a aucune de nous qui a plus de 60 ans. Même si on a essayé de collecter large, c'est quand même notre point de vue sur la BD. Et du coup, c'était une manière aussi de dire... Désolé, on n'a pas pu tout traiter. En fait, c'était lié à notre collectif. Cette BD, c'est notre collectif. En fait, c'est nous. Mais chaque livre, en fait, c'est situé, quoi. Et du coup, je trouve que c'est important. C'est comme un pacte avec la personne qui lit. Par exemple, je vais faire une petite digression, mais j'ai découvert récemment les livres de Constance Debré. Et du coup, donc, qui est la petite fille de l'ancien ministre de Charles de Gaulle et qui a une transfuge de classe, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est vraiment issue de la haute société et aujourd'hui elle vit avec très peu. Et du coup, dans son livre, je me disais non, mais elle ment, en fait, on sent que c'est une bourgeoise, c'est abusé. Puis à ce moment-là, elle refait le contrat avec la lectrice ou le lecteur en disant oui, je sais ce que vous vous dites, je suis une bourgeoise, mais j'ai fait tout ce travail-là. Et du coup, ça m'a fait écho à ça, en fait, de pouvoir expliquer aux gens d'où on parle, en fait. Après, on est le produit de notre histoire. Est-ce que si j'avais pas fait 5 ans d'études après le bac, j'aurais pas écrit le livre? J'en sais rien. Est-ce que si mes parents n'avaient pas été ouvriers, j'aurais pas écrit le livre? En fait, on ne peut pas savoir, quoi. Mais on pensait que c'était important de dire d'où on parle. Est-ce que vous pensez que justement sur cette collecte d'anecdotes ou sur la sélection que vous en avez fait, ça a orienté justement le contenu? Ben oui. On a essayé de ratisser assez large, d'avoir des anecdotes sur le sexisme malheureusement ordinaire, les violences verbales et sexistes et sexuelles, l'histoire du syndicat. Enfin, on a essayé de ratisser assez large, quoi, mais je pense qu'il y a peut-être des thèmes qu'on n'a pas... les relations propriétaires, le chasseur, on n'a pas abordé. Et on n'a pas vraiment abordé cette histoire d'écoféminisme. Ouais.
on n'a pas la prétention d'avoir voulu faire un livre sur le féminisme paysan. C'est notre vision du sexisme dans le monde agricole. D'ailleurs, justement, Céline Berthier, vous allez me raconter aussi, parce que vous êtes impliquée dans le monde agricole, avec la Confédération paysanne, quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites justement en action? Quels sont vos combats au-delà du féminisme? Du coup, j'allais dire la commission femmes. Peut-être en décrire un petit peu. Ouais, alors du coup, la commission femmes, elle est composée de plein de paysannes de différents départements. Et là, elle a déjà acquis plusieurs luttes au sein du syndicat. Et plus généralement, comme par exemple le congé maternité qui s'est aligné sur... le congé maternité des paysannes s'est aligné seulement en 2019 sur le congé maternité des autres femmes. Et là, actuellement, on travaille sur... parce que j'ai expliqué là, le kit de visibilisation des femmes dans les instances, en fait. On peut dépasser le syndicat, c'est juste... Alors ça, c'est... Enfin, moi, je suis un peu la syndicaliste réformiste du groupe, on m'a traité de ça. Mais c'est parce que je crois, mais peut-être que j'en reviendrai, qu'il faut aussi qu'on prenne la place, c'est-à-dire qu'il y a une étude en Bretagne qui a montré que seulement 30% des postes de pouvoir sont occupés par des femmes au sein des instances agricoles. Et dans ces 30%, c'est surtout des postes de trésorière et de secrétaire, donc c'est pas des postes de pouvoir, quoi. Mais bon, après on m'a répondu oui, mais il faut changer le monde complètement, il faut pas adopter les mêmes techniques que nos oppresseurs, mais je pense qu'il faut, c'est en 2 temps, quoi. Donc voilà, faire changer les lois pour que ce soit plus des lois faites par les hommes et pour les hommes. Donc il y a ça sur les acquis sociaux, donc on travaille sur le congé maternité, sur aider les paysannes qui souffrent d'endométriose, à ce qu'elles puissent avoir des indemnités journalières pour pas être obligées de travailler alors qu'elles sont pliées en 2, prévenir les descentes d'organes, et les retraites aussi. Parce qu'en fait, les retraites des paysans, c'est 0. Mais les retraites des paysannes, c'est moins de 0. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de paysannes qui n'ont pas été déclarées parce que c'était considéré comme une charge par leur mari, qui était le gestionnaire de la ferme. Et du coup, elles arrivent à la retraite, elles ont moins que 0, quoi. Véro, par exemple, du coup, celle qui m'a transmis la ferme, pendant 8 ans, elle a été avec en couple avec un paysan. Elle n'était pas déclarée. Et donc aujourd'hui, en fait, sa retraite pâtit du fait que pendant 8 ans, elle a travaillé gratuitement, quoi. Et il y avait des statuts qui permettaient ça, en plus. C'était une blague. Bon. Et après, on travaille aussi sur des podcasts. Du coup, on aimerait bien faire un podcast sur justement paysanne et la maternité, le paysanne et la retraite, paysanne et éleveuses, féministe et éleveuses. Et après, on aimerait monter une BAF paysanne, donc ça c'est la brigade d'action féministe. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, les paysannes qui vivent des violences dans leur ferme, elles n'ont pas de dispositif pour elles. Il y a vraiment une spécificité là-dessus, c'est que les fermes sont souvent isolées. Et en plus, on est dans des petits milieux où tout le monde se connaît, et du coup, on n'ose pas aller contre finalement, une paysanne qui se fait taper par son mari. Souvent, le mari, il est très ancré dans le tissu agricole local, et du coup, elle peut pas s'en sortir, quoi, parce que une espèce de cooptation aussi par ses pères, par les pères du mari. Et tout est mélangé, sa ferme, sa maison, ses enfants, son revenu, sa voiture. Du coup, c'est très difficile de s'en sortir. Et en fait, il y a 33% des femmes qui vivent en milieu rural, et ça représente quand même 47% des féminicides. Et il y a seulement un quart des appels au 3900, donc le numéro contre les violences sexistes et sexuelles, qui viennent de milieu rural. Et en fait, il y a un gros problème, il y a un gros manque de dispositifs d'aide pour ces femmes, quoi. Donc on aimerait travailler là-dessus. D'accord. Voilà. Et pour peu que le mari soit propriétaire et chasseur, si j'ai bien compris, c'est pas super top. Cette BD ouvre la porte au grand public sur le monde agricole et celui des femmes en particulier. Avez-vous donc d'autres projets à partager ou dans le futur, une BD, un tome 2 ou d'autres choses? Non, je pense pas qu'on fera un tome 2 parce que ça va... En fait, on pourrait faire 10 tomes si on voulait tout... Et puis ça continue. C'est ce qui me semblait aussi. Par contre, on pourrait imaginer Il est où le patron, chronique de mécanicienne, chronique d'infirmière, enfin, on pourrait imaginer plein de corps de métier qui reprennent ça. Et Maud, la dessinatrice, elle est partie sur un autre projet de BD pour écrire la vie de Clarisse qui a fait le Vendée Globe, la navigatrice. Et nous, du coup, on réfléchit au thème dont je vous ai parlé, là, mais on ne sait pas trop quelle forme ça prendra. On pensait à un roman photo pour faire quand même parler nos animaux sans savoir dessiner. Mais bon, on verra. Pourquoi pas. Est-ce que pour vous, des actions symboliques comme celle des étudiants d'AgroParisTech lors de leur remise de diplôme peut aider à changer le regard sur le monde agricole et ainsi rappeler que le métier d'exploitante ou d'exploitant agricole n'est pas le même que celui de paysanne ou paysan? Oui, je pense que c'est bien. En plus, je suis issue de cette école. Du coup, j'ai trouvé que c'était bien leur prise de parole.
parce que ça permet, tout d'un coup, ça offre un point de vue décalé sur ce qui se passe et ça permet de prendre du recul et de dire, bah oui, mais on en est où là? En fait, donc bon, moi je suis sortie de l'école en 2009, du coup ça date un peu, mais on a quand même un prof de zootechnique, donc c'est la science de la production animale, qui en première année avait dessiné un seau au tableau. Il avait dit, voilà une vache, vous voulez que ça sorte ça, il faut lui donner ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a été formés quand même, et complètement déformés d'ailleurs. Du coup, je trouve que c'est bien, ouais, toutes ces initiatives. Et du coup, j'ai oublié de dire aussi que pour la Confédération Paysanne, je suis au comité de rédaction de Campagne Solidaire, le journal de la Confédération Paysanne. Je vous encourage à vous abonner, c'est très intéressant. Et du coup, on a relayé ce discours-là. Céline Berthier, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre à venir et tout particulièrement à Anne pour la technique qui n'était pas là aujourd'hui. Merci à la Confédération Paysanne d'avoir suscité cette rencontre. Merci à Nathan qui fera le montage de cette vidéo en espérant que le son soit à la hauteur de l'image ou le contraire. Vous pouvez retrouver cette rencontre, en tout cas je l'espère, en tout cas et les précédentes sur le site de la librairie www.1.1trait.fr. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie. Merci et à bientôt.